Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce vendredi 26 mai. Le chef de l'État a reçu hier jeudi le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'excellence des relations entre les deux pays était au cœur des échanges. Le ministre était également porteur d'un message du roi Mohamed VI. Dans la plupart des localités du district de Yamoussoukro, la question de l'accès à l'eau potable est quasiment réglée. Les villages ont été dotés entre autres de pompes hydrauliques et de forages. Et pour en prendre soin, les villages de Gofabo et Labokro viennent de mettre sur pied un comité de gestion. En Éthiopie, l'opposant Jonathan Tesfaye a été condamné hier jeudi à de la prison ferme. Porte-parole d'un parti d'opposition, le Parti Bleu, il avait été arrêté en décembre 2015 après avoir publié sur Facebook une série de posts soutenant les manifestations de 2015 et 2016 en pays oromo. Rendons-nous tout de suite à la résidence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu hier jeudi le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et justement, la coopération, les questions d'ordre régional et international et surtout l'excellence des relations entre les deux pays étaient au cœur des échanges. Le ministre marocain était également porteur d'un message du roi Mohamed VI. Jérôme Kofi Aboulin. À la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi, un émissaire du souverain chérifien Mohamed VI. Il s'agit du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'entretien entre les deux personnalités se déroule dans une ambiance très détendue, comme cela se passe souvent à la maison, donc en famille. Et au menu, non seulement la situation sous-régionale, mais aussi et naturellement l'importance des relations entre les deux pays. Je suis porteur d'un message verbal de Sa Majesté le Roi, Son Excellence le Président. Le message s'inscrit dans la tradition de concertation permanente et de coordination entre les deux chefs d'État sur les questions bilatérales régionales. L'entretien avec Son Excellence le Président a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les prochaines échéances, notamment le prochain sommet de la CEDEAO. Et à chaque fois, on a eu le privilège d'avoir les conseils et la perspective de Son Excellence le Président par rapport à cette échéance où, comme vous le savez, il y a des sujets qui concernent le Maroc. En se disant heureux d'avoir rencontré le chef de l'État ivoirien, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que les relations bilatérales, qui restent exemplaires, visent un objectif, celui pour le Maroc et la Côte d'Ivoire, conformément à la volonté commune de leurs dirigeants respectifs de contribuer à la consolidation du continent africain. L'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire et la représentation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire ont organisé une conférence débat autour du thème Maroc-Afrique, une relation séculaire, multifacette et prometteuse. Il s'est agi essentiellement de présenter les opportunités qui accompagnent le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Herman Guivet. Le 30 janvier 2017, le Maroc gagne son retour dans l'Union africaine. Les chefs d'État de l'Union africaine se prononcent en faveur du retour du royaume chérifien au sein de l'Organisation internationale africaine. Objectif premier de cette conférence, organisée par l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire et par la représentation de l'Union africaine dans le pays, célébrer ce retour au sein de l'institution africaine. Le Maroc aujourd'hui peut se targuer d'apporter beaucoup à l'Afrique, apporte déjà beaucoup, mais avec l'intégration donc à l'Union africaine, au retour à l'Union africaine et éventuellement à la CEDEAO dans les semaines à venir, nous avons bon espoir de continuer à apporter notre contribution, mais nous aussi, nous prenons l'unité, nous prenons la complémentarité des uns et des autres pour arriver à un but fondamental qui est celui du bien-être de nos populations et surtout de nos jeunesses. Objectif second, présenter les opportunités et perspectives positives qui accompagnent le retour du Maroc pour le reste du continent. Le Maroc revient avec des potentialités qu'il veut partager. Ce n'est pas tellement l'argent qui compte, c'est un petit peu l'échange. Il va y avoir le fameux projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc qui va profiter à toute la région. L'implantation des sociétés marocaines et des groupes marocains
en Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui capte toute l'attention des grands opérateurs marocains à tous les niveaux. C'est vers ça qu'il faut aller un jour, un brassage intense, parce que de toute façon, nous sommes tous du même continent, de la même culture, nous avons les mêmes exigences, nous avons aussi les mêmes problèmes. On constitue une force à terme vis-à-vis des autres continents que sont l'Europe ou l'Amérique. Maroc-Afrique, une relation séculaire, multifacette et prometteuse, thème de cette conférence débat pour renseigner sur les tenants et les aboutissants de l'offensive diplomatique menée par le royaume chérifien sur le continent africain. La 54e journée de l'Afrique vient d'être célébrée aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'ensemble des pays africains. C'est une journée de célébration du 54e anniversaire de la signature des accords de l'OUA le 25 mai 1963. Chaque pays organise donc des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Ici à Abidjan, l'événement a été célébré sur le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Abou Sanogo y était pour RTI 1. L'Afrique célèbre sa journée. Une journée qui commémore l'anniversaire de la création le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine à laquelle a succédé l'UA, l'Union africaine en 2002, avec pour objectif de rapprocher les peuples africains. La journée de l'Afrique est aussi une occasion pour nous de célébrer les progrès notables enregistrés par le continent depuis la naissance de l'OUA. L'amélioration de la paix et de la stabilité, de la gouvernance démocratique. Plusieurs diplomates de pays africains accrédités en Côte d'Ivoire se sont retrouvés à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour la célébration de la 54e journée de l'Afrique sur le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». La Côte d'Ivoire peut tirer pleinement profit du dividende démographique. Mais le préalable à tout cela, c'est la paix et la stabilité. C'est le lieu pour moi ici d'exhorter notre jeunesse, leurs parents et la société ivoirienne tout entière à plus d'engagement civique et citoyen. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a foi en l'Union africaine. L'Union africaine cherche à répondre au mieux aux préoccupations des Africains parce que l'enjeu essentiel, c'est d'offrir un avenir pacifique et prospère à chaque femme et à chaque homme de ce continent. Cette célébration de la journée de l'Afrique suscite beaucoup d'espoir. L'Afrique a réussi à créer une organisation au niveau continental. C'est inédit dans les relations internationales. Dans ce monde d'économie globale, nous avons besoin vraiment d'unité pour faire face aux concurrences internationales. L'Afrique aujourd'hui est bien perçue comme l'avenir du monde. Et donc c'est dire qu'il nous appartient d'en prendre conscience, de savoir saisir toutes les opportunités pour jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Le 26 mai 1963, la charte de l'OUA est signée par tous les participants à l'exception du Maroc. Lors de cette réunion, il a été alors décidé de rebaptiser la journée de la liberté africaine en journée de la libération africaine fixée au 25 mai. Le temps aidant, cette journée deviendra journée de l'Afrique. L'état-major des armées invite tous les militaires qui détiendraient illégalement des armes à les déposer auprès des commandants des régions militaires d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo, ce avant le mercredi 31 mai prochain. Écoutons la déclaration lue par le porte-parole des armées. Communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées rappelle à toutes les forces de sécurité et de défense que la détention ou l'entreposage d'armes de première catégorie sont constitutifs d'infractions pénales prévues et punies par les articles 3, 5, 13 et 14 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions de la réglementation sur certaines munitions et substances explosives et du décret numéro 99-183 du 24 février 1999 portant réglementation des armes et des munitions. Après les événements survenus du 12 au 16 mai 2017, le chef d'état-major général des armées a bien voulu accorder à tous un délai pour le retour de toutes les armes dans les armureries pour le mercredi 31 mai 2017. Au-delà de cette date, tout militaire appréhendé
en possession de telles armes et ne constituant pas sa dotation légale sera radié des effectifs et mis à la disposition de la justice. En conséquence, le chef d'état-major général des armées invite tous les militaires détenant des armes qui ne sont pas leur dotation à les déposer auprès des commandants des régions militaires d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo avant le mercredi 31 mai 2017, délai de rigueur. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Centre opérationnel interarmé COIA au 20 21 02 97. Fait à Abidjan le 25 mai 2017 pour le chef d'état-major général des armées, le porte-parole. Direction Yamoussoukro, où a eu lieu récemment une formation des députés, membres de la Commission Sécurité et Défense du Parlement. Renforcement de leurs capacités sur le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. L'atelier a été initié par le secrétariat du Conseil national de la sécurité avec le soutien du PNUD. Il vise à donner aux parlementaires les outils nécessaires pour mieux légiférer. Soro Corona, Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Identifier les mutations au concept de sécurité et relever les défis qu'elles représentent pour les députés. Examiner les conditions et mécanismes parlementaires appliqués au secteur de la sécurité. Des thématiques au centre de la formation des députés de la Commission Sécurité-Défense de l'Assemblée nationale. Un atelier initié par le secrétariat du Conseil national de sécurité avec le soutien du PNUD pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité. Au regard des menaces sécuritaires, il était important pour nous d'avoir cet échange avec vous. Nous allons avoir l'opportunité de recueillir vos besoins en matière de formation et d'information. Contrôle parlementaire des missions humanitaires et de paix à l'étranger, loi de programmation militaire, processus budgétaire en matière de défense et son contrôle par le Parlement. Des sous-thèmes pour accompagner la stratégie nationale de sécurité regroupée en 108 réformes. Le séminaire sera pour nous l'occasion d'apporter des solutions concrètes aux problématiques de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le président de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale a encouragé les efforts du Conseil national de sécurité et ses partenaires. On est venu pour poser toutes sortes de questions. On est venu aussi pour qu'on aborde sans tabou toutes les questions. Pour que, au moins, on soit bien outillés. Demain, pour apporter notre contribution aux efforts que le président de la République fait aujourd'hui pour amener la stabilité. 4 jours durant, les députés membres de la Commission Sécurité et Défense auront les rudiments nécessaires pour comprendre les concepts clés de la réforme du secteur de la sécurité afin de mieux légiférer. Il est long de 269 mètres et est le plus gros navire que le port autonome d'Abidjan ait jamais accueilli. C'est désormais chose faite depuis hier après-midi. Le port autonome, qui se veut plus compétitif au plan international, a initié il y a quelque temps déjà des travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi. Voilà que les résultats sont visibles. Ce bateau, gros porteur, est là aujourd'hui. Il a été accueilli par le ministre des Transports, Amadou Koné. Un bateau long de 269 mètres accosté au port autonome d'Abidjan. Une grande première en Côte d'Ivoire. La présence de ce navire au quai 23 du terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est le résultat des travaux en cours sur le canal de Vridi. Depuis 2015, le gouvernement a entrepris des travaux d'élargissement et d'approfondissement de cette porte d'entrée du port. Venu accueillir ce navire qui peut transporter jusqu'à 5000 conteneurs de 40 pieds. Le ministre des Transports exprime sa satisfaction. Ça montre que le programme qui a été établi est en train de s'exécuter. Le port, c'est plus de 20 millions, 23 millions de tonnes annuelles. Donc nous ambitionnons d'avoir des volumes beaucoup plus importants. Mais pour ce faire, il fallait faire ces investissements. Et le fait que ce navire, aujourd'hui, malgré que les travaux ne soient pas achevés, a pu venir jusqu'ici, donc au port d'Abidjan, montre bien que les choses se passent bien et que donc très bientôt de plus en plus de navires de cette taille avec un tirant d'eau
plus importants vont accoster ici. Donc d'ici 2-3 ans, le port d'Abidjan fera partie donc, des ports donc à haute capacité donc sur le continent. Cela est très important pour nous. Les travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi prendront fin en 2019 pour un coût total d'investissement de 1200 milliards de francs CFA. À terme, le port autonome d'Abidjan pourra être plus compétitif au niveau international et accueillir des navires de plus de 300 mètres de long. En plus du canal de Vridi, d'autres travaux sont en cours en vue d'améliorer la qualité des infrastructures du port autonome d'Abidjan. Il s'agit entre autres de la construction des voies de desserte supplémentaires, la réalisation du parking et la modernisation des chemins de fer en zone portuaire. C'était un reportage de Mamadou Kouassi. Je vous ramène à Yamoussoukro, district de Yamoussoukro plus précisément, où dans la plupart des localités, la question de l'accès à l'eau potable est quasiment réglée. Les villages ont été dotés de pompes hydrauliques, de forages, de châteaux d'eau et de pompes et de bornes fontaines en réponse aux besoins des populations. Et pour garantir la durabilité des ouvrages financés par le district de Yamoussoukro, les villages de Gofabo et Labokro viennent de mettre sur pied un comité de gestion. Eugène Atoubé, depuis Yamoussoukro. Il est plus de 13 heures à Labokro, dans ce village du district de Yamoussoukro. C'est au pas de course que les femmes se rendent à la bonne fontaine. Ici, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Depuis plusieurs années, les ouvrages de desserte en eau potable sont l'objet d'une attention particulière. Tous se ravitaillent maintenant aux bonnes fontaines construites par le district de Yamoussoukro, moyennant une contribution financière. Pour qu'on gagne un peu d'argent pour entretenir, et puis bon, il y a des femmes qui nettoient là-bas, et puis bon, comme on a alimenté sur haute tension, donc on a une compteur qui compte ça, par rapport à tout ça là qu'on demande 10 francs pour qu'on gagne un peu d'argent, mais ça sur nous, les jours que ça tombe en panne, on passe ça pour dépanner. 10 francs là, ça nous arrange par rapport à avant. Parce qu'avant là, de toute façon tu te lèves à 4 heures pour aller au marigot, pour aller chercher l'eau. Deux fois c'est une cuvette ou 2 cuvettes tu vas avoir. Tu as 10 enfants. Les 2 cuvettes là, tu vas faire comment? Donc vraiment, on voit qu'actuellement, on a la paix. Le village de Labokro dispose de 2 bonnes fontaines dont la présence ajoute un plus à cette petite localité en termes d'acquis socio-économiques. Car dans un décor de bâtisse uniforme enlaidi par le manque d'entretien et le poids des ans, ces 2 bonnes fontaines apparaissent comme orgueil et fierté des populations de Labokro dans leur quête de progrès. Et avec le château d'eau qui trône dans le village avec majesté, le district autonome de Yamoussoukro démontre son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, tu te lèves, vois ta maison, vois l'eau, tu gagnes l'eau, tu peux vite faire pour aller au champ. Là, c'est encore mieux qu'avant. Répondre toujours aux désirs de mes populations. Je souhaite satisfaire leurs demandes et leurs besoins, même si des fois ils se plaignent que ce n'est pas assez. Mais je me bats pour pouvoir le faire le plus possible. Moins de 5 km près de Labokro, le village de Gofabo. 4 bonnes fontaines et un forage nouvellement construit permettent d'alimenter le village en eau potable. Et pour préserver cet acquis, le village a installé un comité de gestion qui marche bien, suscité par l'ensemble des populations. La gestion, on a formé un comité qui gère et qui suit. On a des petits techniciens, pas trop formés, mais quand il y a des petites pannes, bon, on se débrouille pour dépanner. On s'est organisé pour ça. Donc ce n'est pas les femmes seulement. On a constaté que c'était fatigant. Donc il faut préciser des heures pour se lever et puis aller chercher de l'eau. Et il y a des moments où il faut fermer et puis partir au champ. Bien loin aujourd'hui, le temps où à Gofabo, les populations devaient se rendre au marigot ou au puits pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, le village bénéficie d'une offre de 4 fontaines et un forage grâce auquel, dans cette habitation, on ne boira plus de l'eau sale tombée du ciel recueillie dans cette grosse jarre. Maintenant, on ne reçoit plus de maladies comme la diarrhée, les petites maladies qui attaquent les enfants, nous-mêmes les grandes personnes. Souvent, tu t'en vas boire de l'eau sale, demain tu tombes malade et puis tu as des petits boutons, tout ça là, machin, tout ça là, on ne reçoit plus. Parce qu'on ne boit plus de l'eau de brousse, on boit de l'eau potable.
À Gofabo et à Labokro, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Le district autonome de Yamoussoukro aura investi près de 792 millions de francs CFA à travers 9 projets financés dans le domaine hydraulique humain de 2011 à 2016. Gofabo et Labokro, ces deux villages donnent un bel exemple de gestion et de préservation des ouvrages de desserte en eau potable dans nos localités. Reportage signé Eugène Atoubé. L'ICASA, c'est la conférence africaine sur le sida et les IST. Cette année, c'est Abidjan qui, dans le mois de décembre prochain, va accueillir ce grand rendez-vous. Pour être à la hauteur de l'événement, 60 ONG communautaires sous la supervision de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ont été formées récemment dans les locaux du PACI à la rédaction de rapports scientifiques et de résumés de congrès, ce qui leur permettra aussi d'améliorer la qualité de leurs services. Témoignage à Boussanogo. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est cette ville qui va accueillir du 4 au 9 décembre prochain l'édition 2017 de l'ICASA, la conférence africaine sur le sida et les IST. À l'approche de ce grand rendez-vous sanitaire, les ONG communautaires mettent à jour leurs connaissances. Ici, sous le regard de l'ambassade de France et d'Alliance Côte d'Ivoire, elles apprennent à rédiger des abstracts, des rapports scientifiques. Les ONG vont poster directement leur résumé sur le site de la conférence et il appartiendra au comité scientifique de la conférence de juger de la pertinence de chaque résumé, d'apporter une réponse. Ça nous permet d'harmoniser d'abord nos méthodologies et puis aussi de pouvoir présenter nos choses dans un langage que tout le monde comprend. Ça fait gagner du temps, ça rend efficace dans les résultats. Méthode de la recherche bibliographique en santé, démarche et raisonnement critique, préparation des résumés pour des conférences. Tout a été donné pour rehausser le niveau de ces organisations communautaires, maillon essentiel dans la lutte contre le VIH-Sida. On n'arrivera jamais à la réalisation des objectifs dits 90-90-90 de l'ONU-SIDA et à contrôler les épidémies sans une implication importante des communautaires et des ONG. Il faut absolument les avoir dans la réponse, dans la préparation, dans les stratégies et aussi dans les financements parce que ce sont des acteurs qui sont au plus proches des populations, au plus proches des communautés. La formation sur la rédaction de documentation scientifique est un projet Alliance Côte d'Ivoire PACSI financé par l'initiative 5%. Cela va permettre de présenter à la 19e édition de l'ICASA une bonne politique pour l'élimination du VIH, conformément aux objectifs de l'ONU-SIDA. Les populations de Gagnoa seront bientôt dotées d'un plan directeur agricole. Ce sont les responsables du conseil régional qui l'ont décidé et l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, est chargée de l'exécution de l'opération. Astou Touré, Godefroy Okambawa. Pour la région du Gor, il s'agira pour l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, d'identifier au cours des 6 prochains mois les besoins des populations en matière d'infrastructures de développement. Selon le directeur général de l'agence, des équipes spécialisées composées d'agronomes, de sociologues, d'économistes sont mises en place afin de rendre compte de toutes les préoccupations posées par les populations de la région. Tous les conseils régionaux ont une flopée de demandes. Il s'agit pour nous, à travers ce travail-là, d'organiser tous les besoins, de les prioriser, afin que le conseil régional puisse les mettre en œuvre au fur et à mesure et en fonction des priorités qui ont été exprimées par les populations elles-mêmes. La région du Gor, qui compte 210 villages, regorge d'énormes potentialités agricoles, aussi bien dans le vivrier que les produits de rente. Le plan stratégique de développement PSD, qui sera proposé par l'ANADER, permettra d'améliorer et de rendre plus dynamique le développement de la région. Les maisons digitales, ce sont ces espaces de formation aménagés pour initier à l'intégration les femmes de divers secteurs d'activité. Depuis 2015, une maison de téléphonie mobile a entrepris d'offrir ce type d'espace aux femmes de plusieurs villes de Côte d'Ivoire. L'idée a séduit la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, qui a procédé mercredi dernier au lancement du projet à Bonois dans le sud Comoé. Franck Quadio. Un après-midi ordinaire à Bonois, en pleine région du sud Comoé, Héloïse est coiffeuse pour ses modèles
Elle s'inspire souvent de l'outil informatique. On va sur l'ordinateur, on voit les nouvelles coiffures. Donc, quand on regarde, on veut forcément coiffer ça sur notre clientèle, vous voyez. Donc, c'est à cause de ça, souvent, on se rend sur Internet. Mais avec l'ordinateur, la jeune dame pourrait aller bien au-delà et définir mieux sa stratégie commerciale. Non loin d'elle, Dame Cécile, derrière son étal de pagne, a moins de perspectives. Moi, informatique, là, je ne connais pas dedans. Je ne suis pas arrivé au loin. J'étais arrivé en classe de 5e. J'ai arrêté, j'ai appris la dactylographie. Des coiffeuses, des couturières ou même de simples commerçantes, plusieurs femmes, certaines analphabètes, à Beaunois désormais prises en compte à travers le projet Maison Digitale, espace de formation pour femmes entrepreneurs lancé par un opérateur mobile qui a désormais l'appui du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Après 9 ouvrages du genre en 2015, le projet 2016-2017 s'ouvre avec Beaunois. C'est un projet d'alphabétisation numérique qui concourt fortement à l'autonomisation de la femme. Ce projet novateur se présente comme une opportunité qui contribuera à accroître le taux de fréquentation des classes d'alphabétisation. Il permet de promouvoir l'inclusion numérique et favorise l'insertion socio-professionnelle des femmes. Un tour à l'intérieur de la maison digitale de Beaunois logée au sein de l'IFEF. 200 femmes environ concernées par cette phase pilote ont bénéficié d'une formation en éducation financière, en TIC et en alphabétisation digitale. Maintenant, il faut innover dans le travail que nous faisons, donc en vendant en ligne. Je peux avoir des connaissances des clients en ligne pour pouvoir vendre. Après la maison digitale de Beaunois, suivront d'autres villes. Prochaine étape à Boisseau, Toumoudi, Bingéville et Port-Boué. Après Beaunois, direction Korogo, où les clubs et associations des étudiants de l'université Peleforo Gon-Coulibaly viennent de lancer officiellement leurs activités socio-culturelles et sportives. Cette année 2017, l'accent sera mis sur la culture sénofo, un moyen efficace pour réussir ses études. Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Université Peleforo Gon-Coulibaly, temple du savoir en plein cœur de la région du Poro. Korogo. Les études riment bien avec les activités récréatives. Pour ce faire, l'ensemble des clubs et associations de cette institution ouvrent officiellement leur saison socio-culturelle et sportive. Cette année, la vision partagée est la culture comme moyen d'accomplissement de soi. Dans un souci de brandissage culturel, tout en gardant d'un œil accrocheur sur l'intellect qui nous forge et nous dirige en hommes responsables, nous nous donnons pour mission de promouvoir le génie artistique qui regorge notre milieu essilontain en faisant éclore les jeunes talents, garants de la relève artistique et sportive de notre pays. Chers étudiants, notre présence sur la terre à vos côtés témoigne, si besoin de l'idée, de notre engagement à contribuer au bien-être des populations ivoiriennes. Boloy, balafon, sculpture, peinture sur toile et sport vont donner le temps de la saison culturelle et sportive, le ton d'une animation particulière à Korogo. Je vous le disais en titre, en Éthiopie, l'opposant Jonathan Tesfaye a été condamné jeudi 25 mai à de la prison ferme. Ce porte-parole d'un important parti d'opposition, le Parti Bleu, avait été arrêté en décembre 2015 après avoir publié sur Facebook une série de posts soutenant les manifestations de 2015 et 2016 en pays oromo. Le pouvoir avait dénoncé ces manifestations comme étant manipulées par des groupes extrémistes basés à l'étranger. En Tunisie, s'ouvre ce vendredi matin 26 mai le procès de l'attentat de Sousse. C'était il y a presque 2 ans, le 26 juin 2015. Un étudiant tunisien, Saïfeddine Rezghi, qui avait surgi sur la plage de l'hôtel Impérial Marabat et tiré sur les vacanciers à la Kalachnikov, faisant 38 morts, tous des touristes étrangers. L'attaque a été revendiquée par l'organisation État islamique. Et puis on l'a appris il y a quelques heures, de nombreux Coptes ont été tués dans une fusillade visant un bus transportant des chrétiens dans la province de Minaé, à 350 km au sud du Caire. Plusieurs assaillants ont tiré à l'arme automatique sur le bus. Cette attaque, je le rappelle, intervient 1 mois et demi après des attentats contre 2 églises
copte. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité à RTI 1. Bonne journée.